Au cœur de la nuit, les frères d'Alpha Omega Zeta jetèrent un autre cadavre desséché dans le trou des novices, où il tomba sur d'autres corps. Un craquement de feuilles sèches. Étrangement, cela leur semblait habituel. Les garçons de l'A au Z étaient désagréables à tous points de vue. Les mecs de fraternité boivent au point de faire de la cirrhose un rite de passage et voir le consentement comme une simple curiosité, mais ils sont aussi étranges et dangereux, contrairement à la plupart des fraternités. A au Z est aussi la fraternité la plus atypique d'Amérique, ce qui vaut également pour la semaine d'intégration. Jamais facile, souvent dangereux pour les moins chanceux, mais cette année, les rituels de bizutage étaient particulièrement brutaux dès la première étape. Les initiés accédaient au sous-sol de la maison A au Z, rendue immense par une anomalie spatiale. Les initiés étaient emmenés dans un vaste labyrinthe de pierres. Les frères aînés leur disaient qu'au centre du labyrinthe, ils trouveraient un tas de soutiens-gorge laissés par d'anciennes conquêtes. S'ils voulaient passer à l'étape suivante des épreuves, ils devaient en rapporter un. Facile, non? C'est aussi ce que les nouveaux pensaient, naïvement. Ce n'est qu'une fois piégés dans le labyrinthe qu'ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas seuls. Et que le démon gardien personnel de la maison, le monstre à 3 visages connu sous le nom de 10, rôdait aussi dans les couloirs du labyrinthe. Et il avait faim de la chair tendre des étudiants nourris à la bière. Aujourd'hui, il allait festoyer comme un roi. Certains étudiants ont réussi à mettre la main sur le précieux trophée et à retrouver leur chemin à travers le labyrinthe. D'autres n'ont pas eu cette chance. Ils étaient saisis ainsi et dévorés jusqu'à l'os par ces 3 terribles bouches. Ils ne feraient plus de concours de bière, ni ne dessineraient de symboles obscènes sur le visage d'un ami endormi. Leur reste resterait à jamais dans le labyrinthe de l'A au Z, mais d'une certaine façon, ils étaient peut-être plus chanceux que ceux qui survivraient et atteindraient le niveau suivant. Bizutage. À côté de ça, entrer dans les Spetsnaz semblerait être une vraie promenade de santé. Lors de la deuxième des 3 épreuves anormales, les candidats étaient dépouillés jusqu'aux sous-vêtements et soumis à la profanation du fléau. Un ancien instrument de torture rituel d'une secte romaine obscure qui blesse si profondément qu'il marque même l'âme. La tâche consistait simplement à survivre à 1 heure entière de flagellation en tant que membre de la fraternité. Ils progressaient dans la file, infligeant l'enfer à chacun avec le fouet maudit. Beaucoup de nouveaux hurlaient, si fort qu'ils semblaient canaliser les voix d'ancêtres morts, ressentant la douleur dans la psychosphère par association. Mais les nouveaux n'étaient pas seuls à souffrir. Le fléau profane est un outil de sadisme si pur que le regarder cause déjà une douleur sourde et persistante. Le garder fait encore plus mal, mais rien comparé à la douleur ressentie quand on l'utilise sur vous. À la fin du supplice, seuls quelques aspirants avaient survécu. Cela signifiait que les survivants avaient franchi le seuil pour accéder à la 3e et ultime épreuve pour rejoindre la fraternité A au Z, le choix de la coupe. Celle-ci était d'une certaine manière plus redoutée et détestée que d'être poursuivie dans un labyrinthe par un démon affamé ou écorché vif par un fouet maudit. Les derniers candidats furent conduits dans une pièce qui ressemblait à une version modernisée à petit budget de la salle du Graal du dernier des croisades, avec en prime une vaste collection de récipients à boire de toutes formes et tailles. Des verres à shot au calice à l'ancienne, chacun devait choisir sa coupe et espérer ne pas avoir fait le mauvais choix. Un des nouveaux membres remarqua ce qui semblait être l'un de ces fameux calices et décida que ce serait son choix, et il choisit mal. Dès qu'il l'a pris, il a ressenti une forte brûlure dans la paume, comme s'il touchait un fer à souder. Il a essayé de lâcher le calice par réflexe, mais sa main est restée fermement serrée autour du pied, quoi qu'il fasse. Et puis le liquide dans le calice a changé. Il est devenu épais, blanc, chaud, translucide, bouillonnant et sentant le sel et les protéines au bord du calice. Soudain, malgré son dégoût, le novice fut pris d'une soif intense, sous les regards mêlés de sympathie et d'horreur de ceux qui l'entouraient. « Pas de chance, mon pote, c'était sympa de te connaître », dit un ancien de la fraternité. « Tu ferais mieux de boire. Bienvenue parmi les SCP les plus répugnants et effrayants de la Fondation. » Ça paraît exagéré de dire ça, n'est-ce pas ? Étant donné la véritable cavalcade d'horreur existentielle que l'on trouve derrière les portes de chaque site de confinement de la Fondation, ça paraît presque désinvolte de choisir ses préférés parmi les anomalies qui font de la mort une alternative nettement préférable. Selon moi, aucune. Elle me donne juste la chair de poule et me retourne l'estomac, comme SCP-198 également connu sous le nom de tasse de Joe. Ce qui effraie, c'est que si cette anomalie était près de vous, vous ne le sauriez que trop tard.
Au sens large, c'est un récipient à boire inhabituel qui paraîtra au moins partiellement rempli du liquide attendu. À l'heure actuelle, il se manifeste le plus souvent sous la forme d'une tasse à café standard en porcelaine blanche avec des rayures bleues sur son corps dont le contenu fumant dégage un parfum très attirant à distance. Cependant, il a eu plusieurs autres formes entre lesquelles il semble pouvoir alterner. À volonté, gobelet rouge, solo à moitié plein de bière, flûte à champagne, bouteille de bière en verre, gobelet en polystyrène, canette de soda, grand verre à shot marqué un tequila, 2 tequila, 3 tequila flore. Et bien d'autres dont vous aurez le malheur d'entendre parler au cours de cette vidéo. Je ne veux pas insister sur ce point ici. C'est juste pour illustrer cela. Si vous souhaitez éviter un destin inimaginablement horrible, vous devez savoir qu'une tasse à café mystérieuse n'est pas la seule forme dont vous devrez vous méfier. Bien sûr, vous n'avez pas non plus à vous inquiéter de cette tasse si vous ne la touchez pas. Ou, plus précisément, la saisir, car si vous entourez votre main autour d'une forme de cette anomalie, 2 à 5 secondes après cette très mauvaise décision, une douleur brûlante et intense surviendra lorsque la tasse fusionnera avec votre main au niveau moléculaire. Une fois cela fait, je crains que vous soyez engagé un bon moment. Mais pas tant que ça. Objectivement, vous ne survivrez que quelques jours, mais croyez-moi, cela vous paraîtra très long. De votre propre point de vue subjectif, à ce jour, la Fondation n'a pas réussi à trouver un moyen de séparer l'anomalie de sa victime. Scalpel, tronçonneuse, termite. Même la destruction totale de la main par divers moyens ne change rien. Elle guérit instantanément autour de la tasse à nouveau. Porter des gants ou protection, peu importe leur épaisseur, ne change rien. Si vous tenez SCP-198, alors SCP-198 vous retiendra et c'est là que les véritables horreurs commencent. Quel que soit le liquide conventionnel qui se trouvait dans la tasse, quelle qu'en soit la forme, il disparaîtra et à la place, elle se remplira immédiatement d'une certaine variation. D'un fluide corporel humain, salive, sang, bile, sueur, mucus, urine, excréments, pus, liquide céphalorachidien. Il y a des sujets qu'on ne peut pas évoquer ici pour préserver la monétisation, vous comprenez ? Si vous faites le choix très antisocial de verser le contenu de la tasse, elle se remplira instantanément à nouveau et cette sensation aigre que vous ressentez au fond de la gorge reviendra immédiatement. Pendant que j'explique cela, c'est la manifestation physique de l'angoisse et c'est avec un profond regret que je vous informe que cela va empirer. Tellement empirer. L'anomalie commencera alors à avoir des effets gravement néfastes sur votre physiologie et votre métabolisme, se manifestant par ce qui semble être un cas sévère de faim et de déshydratation accélérée qui mènera rapidement à une mort par inanition. Cela suffirait déjà. Mais la nourriture, les boissons ou même les nutriments intraveineux ne répondront plus à ces besoins. Si vous refusez de participer, on vous retrouvera comme un cadavre déshydraté et émacié peu de temps après. En résumé, après l'événement de liaison, seule la consommation du contenu du récipient attaché à votre main vous maintiendra en vie. Il est compréhensible que beaucoup préfèrent plutôt être tués que de s'engager dans cela. Certains sujets ont survécu jusqu'à 70 heures dans cet état avant de finalement mourir de malnutrition fatale ou d'être euthanasiés par le personnel de la Fondation. Nous allons aborder certains de ces tests dans un instant, mais je dois dire que je me sens reconnaissant de ne pas avoir participé à aucun d'entre eux. Après ta mort, tu seras enfin libre. À ce jour, seule la mort permet de séparer SCP-198 de son hôte. Cela rend la zone environnante immédiatement dangereuse. Dans 75% des cas, cela téléporte le gobelet sur une surface proche où il attendra une nouvelle victime, parfois sous une autre forme. Ceci cependant est l'un des meilleurs scénarios, car la plupart du temps, il apparaîtra simplement sur une surface proche. Dans un petit nombre de cas, il se téléportera à un endroit complètement différent, où les gens ne seront pas conscients de sa véritable nature. Ce phénomène étrange a causé l'incident 198A et l'incident 198B, 2 événements catastrophiques qui ont montré à la Fondation qu'il ne fallait pas sous-estimer cette anomalie. Et je déclassifierai les dossiers sur ces jours éprouvants après que nous aurons discuté de l'origine possible et des journaux de test extrêmement troublants de 198. J'espère que personne ici n'a fait l'erreur de manger en regardant cette vidéo. SCP-198 a été découvert lors d'un accident extrêmement malheureux par une équipe de construction allemande qui a mis au jour un bunker souterrain dans une ville bavaroise non divulguée. La Fondation en a été informée après que cette même entreprise de construction a connu plusieurs décès parmi son personnel à proximité immédiate de ce bunker. L'agent Gusso, envoyé par la Fondation, a découvert plusieurs cadavres desséchés en uniforme de l'équipe de construction près du bunker.
Cette découverte étrange a poussé l'agent Gusseau à boucler la zone et à demander du renfort, mais c'est alors que la tragédie a frappé. Le SCP-198 était encore là et s'est fait passer pour une bouteille d'eau scellée à l'arrivée des renforts. Ils ont trouvé l'agent Gusseau, amaigri de 18 kilos, luttant dans une flaque de son propre vomi frais, incapable de détacher sa main de la bouteille, qui semblait remplie de sueur humaine à température corporelle. Au moins, le sacrifice de l'agent Gusseau avait éclairci la nature de l'anomalie, même s'il était trop tard pour lui. À sa demande, un agent a tiré une balle dans la tête de Gusseau, ce qui leur a permis de retirer la bouteille en toute sécurité et de la ramener sur le site de confinement non divulgué où elle se trouve encore aujourd'hui. C'est ainsi qu'ont débuté les tests répugnants qui nous ont permis d'acquérir nos connaissances actuelles sur les mécanismes de ce cauchemar de porcelaine. On peut voir que la Fondation est particulièrement paranoïaque à propos de cette anomalie, car les journaux de test comportent une note ajoutée qui indique « tests en cours ». Les tests sur SCP-198 doivent se faire hors de sa cellule, dans une salle d'expérimentation sécurisée. SCP-198 doit être déposé par robot sur une table au centre de la pièce vide. Lors des expériences, le personnel de la Fondation doit observer à distance, par caméra ou depuis une salle adjacente derrière une fenêtre sécurisée en plexiglas. Le personnel de la Fondation ne doit jamais entrer dans la salle d'expérimentation durant les expériences. Des gardes armés et des équipes de nettoyage seront postés à l'extérieur de la salle d'expérimentation et n'entreront pas tant que le sujet de test n'aura pas expiré. Et cela a du sens, car toute personne ayant été témoin de ce dont cette anomalie est capable en personne est extrêmement susceptible de faire preuve d'une prudence presque absurde à son égard. Préparez-vous à rejoindre ce cercle fermé, chers spectateurs, lors du premier test où l'anomalie apparaissait comme un petit verre d'eau. Un employé de classe D a été envoyé dans la chambre et invité à approcher du verre. Il a reçu des instructions très précises. Toucher le verre avec un seul doigt, sans le soulever. Il a suivi cette consigne. La Fondation a ainsi découvert que les contacts occasionnels ne provoquaient pas d'événements de liaison. Avant de penser que ce D-Class est l'homme le plus chanceux, sachez qu'il a été ramené pour un second test. On lui a ordonné de retourner dans la chambre et de saisir à nouveau la tasse. Si un créateur tout-puissant existe vraiment, il a un humour très tordu. Le sujet de classe D a hurlé de douleur quand le verre s'est collé à sa main et s'est rempli d'urine humaine. Des recherches étudient si un pervers ayant altéré la réalité serait à l'origine de cette anomalie. Après la douleur initiale de la liaison, le sujet de classe D a déclaré se sentir faible et déshydraté, mais avait, de façon compréhensible, encore des réticences à boire ce liquide doré. « Mon Dieu, pourquoi est-ce que je fais ça ?» Je vous prie de m'excuser, continuons. Finalement, submergé par le désespoir, la classe D a bu frénétiquement le petit pois en jurant et s'étouffant. Il a dû endurer 29 heures de torture avant que son corps ne cède à l'épuisement. La douce miséricorde de la mort l'a enveloppé dans son étreinte aimante. À ce moment, l'anomalie a quitté le corps du D-Class et s'est téléportée sur une table voisine, prenant la forme d'une carafe de limonade avec des glaçons. Après l'urine, cela paraissait une mauvaise blague, mais de pire restait à venir. Tu as vu la miniature, tu savais sur quoi tu cliquais. Une D-Class féminine a été amenée pour vérifier si le changement de forme produirait un autre liquide dans le récipient. Ces données ne semblent tout simplement pas justifier les dommages physiques et psychologiques que le test causerait. Néanmoins, ils ont persisté. Elle a également été obligée de porter des gants épais. Mais malgré cela, elle a commis la terrible erreur de soulever la carafe avec les deux mains immédiatement, ce qui a provoqué la fusion douloureuse de ses deux mains avec le verre. La limonade à l'intérieur s'est changée en excréments humains et la classe D a vomi pendant 10 minutes. Ce qui est probablement ce que je ferai une fois que j'aurai terminé de faire cette vidéo. Elle est devenue peu coopérative avec les chercheurs, ce qui serait compréhensible face à l'idée de boire des excréments liquéfiés. Quand elle a refusé de participer, les gardes ont pu entrer et lui tirer dessus, ce qui était sans doute la fin la plus humaine possible. Aucune matière corporelle n'a jamais eu de lien acide désoxyribonucléique concluant avec quiconque dans la base de la Fondation. Donc, s'il existe un être sensible lié à cette anomalie, même les vastes ressources de la Fondation n'ont pas encore permis de le localiser. Vous avez fait preuve de patience en écoutant l'histoire sordide et sadique de SCP-198. Prenons un instant pour ressentir une catharsis envers les employés de la Fondation qui infligeaient avec joie les horreurs de cette coupe maudite sur les D-Class avec le tristement célèbre incident 198A et l'incident 198B. Oui, il y a une limite à la satisfaction avec cette anomalie, car en entendre parler cause déjà un certain dommage psychique. Dans le premier des deux incidents,
À 14h15, 3 mois après le test de SCP-198, la plupart des participants avaient réprimé la majorité de leurs souvenirs liés à ce travail. Lorsque le chercheur Moranis saisit le thermos de café sur son bureau, il fut choqué de le sentir douloureusement collé à sa main. Oui, l'anomalie s'était d'une manière ou d'une autre téléportée hors de sa cellule de confinement pour atterrir sur le bureau d'un chercheur, reproduisant parfaitement son propre thermos afin de le tromper et de le pousser à le toucher. L'anomalie a fait un bond terrifiant, rendant le personnel du site encore plus paranoïaque sur leur boisson. Le chercheur Moranis a réussi à survivre pendant 31 heures, qui furent d'ailleurs les pires heures de sa vie. Comme il n'aimait pas boire du liquide lymphatique, il a refusé de continuer à boire et son corps l'a lâché. La mort est la seule issue face aux horreurs du SCP-198. Lors de l'incident suivant, la situation a encore empiré. Avant le renforcement de la sécurité, l'anomalie s'est introduite dans la salle de repos et a pris l'apparence d'un pot de crème à café. En réalité, elle distribuait une sorte de crème très particulière et je vous laisserai imaginer la suite des événements. Albert Watson, agent de sécurité, a été la dernière victime de cette catastrophe. Il a préféré être détruit plutôt que de consommer le Santorum contenu dans le récipient. Et honnêtement, je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Dans une organisation ayant tout étudié, des sadiques immortels aux menaces cosmiques, peu de choses suscitent plus de peur qu'une simple tasse. En raison de ses opérations mystérieuses, de sa conscience possible et de ses capacités de tromperie, SCP-198 a été classé Euclide, nécessitant un confinement complexe et étendu. Il se trouve dans une pièce sécurisée sur un site secret, gardé par 2 hommes armés pouvant utiliser la force létale devant la porte. L'anomalie est conservée dans un coffret scellé à l'intérieur de cette pièce sécurisée, sous surveillance vidéo 24 heures sur 24, la clé permettant de l'ouvrir étant gardée dans un autre endroit non divulgué. Seules les personnes avec une autorisation de niveau 3 ou plus peuvent savoir qu'il existe. Après avoir compris toute l'étendue des capacités du SCP-198, les procédures de confinement ont été mises à jour pour devenir encore plus strictes. Nul ne doit manipuler l'anomalie, quel qu'en soit le motif. La tasse doit être manipulée uniquement par un bras robotique ou un membre du personnel de classe D. Cependant, dans ce dernier cas, je pense personnellement que faire toucher SCP-198 à un être humain conscient constitue une violation du mandat froid, mais non cruel, de la Fondation. L'anomalie est conservée sur une balance numérique avec une source d'alimentation de secours. Tout gain de poids sur cette balance, dû à plus de liquide, est une violation immédiate du confinement, déclenchant le protocole de confinement 198. Selon cette procédure, le site doit être verrouillé et tout le personnel doit éviter les boissons et évacuer immédiatement. En attendant la localisation et la sécurisation de SCP-198, la prudence reste préférable. Si cette vidéo vous a rendu paranoïaque, sachez que vous ne serez pas seul à ressentir cela pour maximiser votre sécurité. En ce qui concerne cette anomalie vraiment abjecte, il n'y a qu'une seule règle à suivre. Si jamais vous voyez une boisson que vous n'avez pas achetée, préparée ou servie vous-même, ne la touchez jamais, jamais, jamais. Ça n'en vaut jamais la peine. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob. Comme SCP-5056, les compagnons constants.